Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honoré et très content de venir parler ici. Je vais parler je vais essayer de parler plutôt vers la fin d'un résultat de compacité un peu récent, mis au point avec Vito Crismal il y a 1 an et demi. Et je vais parler surtout de tout un tas de travaux sur ce qu'on appelle l'énergie de Griffiths, qui est un modèle de croissance de fracture, et ce que j'ai raconté basé sur des travaux en commun avec Sergio Conti, Gilles Francfort, Vito Crismal, qui était un postdoc à Polytechnique et qui est maintenant à Rome, Filippo Cagnetti, qui est en Angleterre, et Lucia Scardia, qui est aussi italienne, mais qui est aussi en Angleterre. En Écosse, pardon. Le modèle dans lequel je me cadre, le cadre dans lequel je me place, le modèle que je regarde, c'est un modèle de croissance de fracture en élasticité linéarisée. Donc l'idée, c'est que vous avez un domaine oméga en dimension D. Ce que je raconte va être en général en dimension D quelconque, mais les cas intéressants, c'est évidemment 2 et 3. Qui est une configuration de référence, donc un modèle, un matériau élastique au repos. Et on va imposer sur une partie de la frontière un déplacement. On suppose qu'à l'intérieur, il y a éventuellement déjà une fracture, ou peut-être pas d'ailleurs. Et on considère une énergie de type élasticité non linéarisée qui a cette forme. Donc il s'agit en fait ici d'une forme quadratique définie positive du gradient symétrisé de U, qui est intégré sur oméga moins k. Et là, là pour l'instant, je mets quelque chose qui ne dépend pas de x. J'en parlerai un petit peu à la fin. C, c'est un tenseur qui contient les paramètres mécaniques du matériau, ce qu'on appelle les coefficients de Lamé. Et ici, l'énergie ne dépend que du gradient symétrisé parce qu'on considère que c'est un petit déplacement ou infinitésimal. Et donc une énergie élastique, a priori, ça dépend d'une déformation. La déformation, ça va dépendre du gradient de la déformation, essentiellement des valeurs singulières du gradient de la déformation s'il y a assez d'isotropie et d'indifférence matérielle, donc de gradu transposé, si U est une déformation. Et ici, il faut imaginer que vous avez une déformation de la forme identité plus epsilon U. Et dans ce cas-là, ce qui sort au premier ordre, c'est vraiment le gradient symétrisé. Et il y a des résultats d'ailleurs de type gamma convergence qui arrivent à montrer que c'est ce qui se passe en petite déformation. Et ce qu'on veut faire ici, c'est comprendre l'évolution de la fracture lorsqu'on va augmenter le chargement U0. Alors, la théorie classique des années 20, qui est utilisée pas mal pour des calculs, mais qui est quand même pas très commode en dimension supérieure à 2, donc c'est une théorie mise au point par Griffiths 1920, qui suppose qu'on connaît le chemin de la fissure et qui explique quand est-ce que ce chemin va augmenter. Donc en gros, on a un chemin qui va augmenter. Ah, c'est dommage que ça fasse ça, l'animation. Bon, c'est mon truc. Donc le chemin avance donc quand le chemin avance, évidemment, oui, je reviens là-dessus, ici vous avez le K qui grandit, et quand K grandit, l'énergie minimale décroît. Et du coup, vous pouvez calculer le taux de restitution d'énergie, donc essentiellement la décroissance de l'énergie lorsque vous augmentez de 1. Et si ce taux dépasse un certain seuil qu'on appelle la ténacité, gamma, donc ce taux W' est négatif, ici c'est l'énergie optimale pour la longueur L. Donc si moins W' arrive au seuil gamma, L point peut être positif, donc la fracture peut avancer. Donc ici, on met en balance l'énergie élastique et ce qu'on appelle la dissipation qui est créée pour créer une unité de longueur de fissure. Alors évidemment, c'est assez c'est un modèle qui est assez simplifié, mais qui marche à peu près pour des matériaux fragiles standards. Il faut connaître le chemin. Mais là, il faut connaître le chemin. Donc justement, c'est un problème, c'est encore plus un problème en 3D, parce qu'arriver à comprendre, donc il y a des travaux des années 90 de Leblond, pour essayer de généraliser ça en 3D, mais ça ne marche pas très bien. On ne peut pas faire non plus on peut pas initier la fracture, parce que si vous n'avez pas de fracture, vous avez... Bon, ça dépend évidemment de votre configuration initiale, mais en général, vous n'allez pas avoir de singularité, vous ne savez pas de toute façon où commencer. Ah oui, même si vous avez un chemin, d'ailleurs, vous n'avez pas de singularité, donc vous n'avez pas vraiment... Non, en fait, si... ouais. Bon, ça ne marche pas trop pour initier, mais c'est pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure.
En fait, pour essayer de résoudre un peu ces deux problèmes, Francfort et Marigot ont proposé à la fin des années 90 une approche purement variationnelle basée sur une énergie qu'on appelait l'énergie de Griffith. Donc l'idée, c'est de trouver simultanément U et K en minimisant simultanément par rapport à U et K. Donc ce que vous faites, c'est que vous partez avec un chargement nul éventuellement, et vous vous donnez une suite discrète de temps Tk, et à chaque temps, vous trouvez UK et K indice K qui minimisent l'énergie élastique plus la longueur ou la surface de la fracture. Donc vous mettez vraiment directement en balance l'énergie et la dissipation qui est nécessaire pour créer une unité de fracture. Et ça, c'est minimisé avec une contrainte d'irréversibilité qui est que la nouvelle fracture doit contenir la fracture précédente. Donc dans mes notations, ça HD-1, c'est la surface D-1 dimensionnelle, donc c'est la mesure de Hausdorff. Et ce qui se passe, c'est que là, vous allez avoir une fracture qui va croître en fonction des minimisations successives de ce modèle. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez avoir une initiation, vous partez d'un matériau dans lequel il n'y a rien, vous pouvez montrer qu'à partir d'un certain chargement, il y a une fracture qui va apparaître. Mais par contre, dans beaucoup de cas, alors c'est pas, on y travaille encore, dans beaucoup de cas, on arrive vraiment à démontrer que ce n'est pas possible que cette fracture soit infinitésimale, donc elle apparaît tout à coup, avec une longueur positive. Évidemment, vous calculez, vous ne prescrivez pas le chemin, donc vous le calculez au fur et à mesure. Alors, on peut montrer dans des cas... Alors, il y a Francfort et Marigot, ils ont quand même développé pas mal de trucs. Ils ont écrit une approche aussi continue, enfin, des axiomes que doit vérifier la limite continue. La limite continue, on sait la trouver dans des cas un peu simplifiés en 2D, où on suppose que la fracture est connexe. Donc, c'est un travail de Dalmaso et Toder que je vais généraliser à l'élasticité. Là, c'était dans un cas scalaire, et ça marche aussi en élasticité linéarisée. Et dans ce cas-là, on a des axiomes qui montrent que si la fracture est régulière, ce qu'on ne sait évidemment pas démontrer, elle va satisfaire le critère de Griffith. Et ce qui est intéressant surtout avec cette approche, c'est qu'on arrive à faire beaucoup d'approches numériques, en général basées sur des champs de phase, qui vont donner vraiment des croissances de fissures assez réalistes, enfin en tout cas qui reproduisent bien ce qui se passe. Le seuil gamma dans la théorie de Frédéric, on voit où dans la... Le seuil gamma, il est ici. C'est le même gamma. C'est le même gamma, exactement. C'est-à-dire que gamma fois une longueur, ça doit être équivalent à l'énergie élastique qui est relâchée. Mais par contre, évidemment, un problème qui rend cette méthode d'ailleurs pas très populaire auprès des physiciens, c'est qu'on fait déjà on fait une minimisation globale, donc c'est pas très physique, puis je vais expliquer un autre problème qui se pose à cause de ça. Et bon, en plus, mathématiquement, y a encore pas mal de travail pour vraiment comprendre complètement cette théorie. On arrive récemment, on a réussi à montrer au moins que le problème de minimisation était bien posé, mais c'est seulement récent. Donc. Voilà. Donc là, je montre quelques exemples qui ont été calculés par Blaise Bourdin avec des méthodes type champ de phase. Où là, alors là, on ne voit pas trop. En réalité, il y a déjà une fracture ici, mais comme elle est fermée, parce que ça, c'est la configuration de référence, on voit pas. Donc ça, c'est une expérience où on part avec un trou comme ça et une petite fracture, et on tire, et la fracture croît, et comme il y a un trou, elle finit par rejoindre le trou. Et les calculs qui sont faits par Blaise Bourdin sont assez fidèles, même si, évidemment, on ne peut jamais être complètement sûr à ce qui se passe. Donc, le modèle semble faire à peu près ce que fait un matériau élastique fragile. Et il y a une autre expérience que je trouve assez spectaculaire, c'est l'expérience qui avait été faite par Yuse et Sano en 1993, où ils prennent une plaque chauffée, fragile, avec une petite fracture, et ils la trempent dans un liquide très froid, donc la plaque se contracte et la fracture s'ouvre. Et on observe des patterns comme ça oscillants, et ça... Alors là, évidemment, le cas précédent, on peut adapter les coefficients correctement, et notamment le paramètre de ténacité, il est compliqué parce qu'il y a un effet numérique aussi, avec l'épaisseur de la fissure et le champ de phase, donc en fait, il faut l'adapter en fonction
champ de phase. Mais là, les expériences quand même permettent de revoir ces instabilités. Ce n'est pas de la dynamique, hein, c'est purement quasi-statique, on tire un peu et on minimise. Ok. Donc voilà, donc c'est quand même une méthode. Les expériences numériques, pardon, on a l'impression que ce qui est vrai, ce qui ressemble beaucoup à une courbe sur les expériences, devient plus un tube. Oui, parce que c'est du champ de phase, il y a une échelle. D'accord. Pour l'instant, c'est ce qui marche le mieux. Et la fracture, dans l'exemple précédent, la fracture semble, vous dites qu'elle rejoint le trou. Vous expliquez le fait qu'elle rejoint le trou, comment? Là, elle rejoint le trou, oui. Mais ça s'explique comment? Alors ça, c'est... Non, c'est pas un pur hasard. Je pense que la contrainte... Le fait qu'il y a un trou doit modifier ici le champ de contrainte et faire que ça a tendance à tourner, mais là, pour le coup, c'est vraiment de la mécanique. C'est le trou le plus proche. Oui. Je pense que là, le champ de contrainte, il est influé par le trou, c'est non local, puisque ça minimise un truc. Du coup, voilà. Donc, moi, je vais revenir au problème mathématique. Donc, là, je vais m'intéresser au problème de la minimisation de cette énergie. Où a priori vous avez K qui est un ensemble, dans le modèle initial, un ensemble fermé, compact, de surface finie. Et U, donc si K est fermé, vous pouvez prendre U dans H1 ou H1 log de oméga moins kappa. Évidemment, moi je vais utiliser C égale identité et gamma égale 1 parce que je m'intéresse juste à l'existence et aux propriétés de ce problème et ça ne change rien de simplifier un peu. Et je vais aussi parler très rapidement d'un problème plus simple qui est le problème de Mumford-Shah pour la segmentation d'image où vous avez G qui représente le niveau de gris, ou ça pourrait être en couleur aussi, bon, là j'ai mis un niveau de gris d'une image, U qui est l'image que vous voulez reconstruire. Et donc c'est quelque chose qui a été proposé par Mumford et Shah dans les années à la fin des années 80. Vous minimisez une énergie qui veut que U soit proche de G, mais qui permet à U d'avoir des discontinuités en pénalisant la longueur des discontinuités. Donc j'en parlais un peu parce qu'évidemment mathématiquement il y a pas mal de similitudes et ce problème est inspiré de celui-ci. Alors, quelles sont les difficultés? Alors, il y a pas mal de difficultés. Là, il y a des difficultés pour Griffiths notamment. C'est que ce n'est pas complètement évident, si vous avez une suite minimisante, d'identifier dans quel espace elle va rester. Donc, il y a un problème d'espace d'énergie qui a été résolu il n'y a pas si longtemps que ça. De comprendre ce qui est vraiment coercif. Il n'y a pas de principe de comparaison dans ce cas-là. Donc, vous ne pouvez pas garantir a priori, contrairement d'ailleurs à Mumford-Shah, que quand vous tirez là, vous n'avez pas un morceau qui va partir très loin. Et notamment, pourquoi est-ce qu'on tire en imposant un déplacement? Parce que si on mettait des forces ici, c'est exactement ce qui se passerait. Si vous mettiez des forces, vous pourrez très bien casser un petit morceau, exercer la force, faire travailler la force jusqu'à l'infini. Vous auriez votre minimum qui vaut moins l'infini. Et donc, vous pouvez pas. Donc, ça, c'est une limitation de ce modèle. On ne peut pas vraiment mettre des forces internes ou sur la frontière, sauf à mettre des barrières, un peu, des garanties que ce n'est pas ça qui se passe. Ok. Et l'autre problème mathématique qui se pose pour Griffiths et pour Mumford-Shah, c'est que si vous regardez une suite minimisante, vous avez des fractures. Vous pouvez considérer la limite de cette fracture, des fractures, par exemple au sens de Hausdorff. Mais la surface ou la longueur, ce n'est pas semi-continu pour la convergence de Hausdorff. Et vous ne savez pas ce qui va se passer si votre fracture ne va pas s'atomiser dans tous les sens. Et en pratique, on introduit des formulations faibles où on a des espaces plus gros où on peut considérer des fractures atomisées, mais si vous voulez vous ramener à la formulation forte initiale d'une fracture compacte, il faut montrer que ça n'arrive pas. Donc il faut montrer que vous avez de la densité inférieure, si vous voulez, pour cette fracture, que dans une petite boule, il y a au moins une certaine quantité de fractures. Alors, pour Mumford-Shah, c'est une vieille histoire, parce qu'en fait, le problème a été proposé en 1998 et il a été résolu dans les 3 ans grâce à l'école italienne en grande partie. Il y a 2 types d'approches. Alors, elles sont un peu contemporaines malgré les dates, sauf évidemment ce dernier papier. Une approche solution forte où on regarde vraiment kappa, on essaie de passer à la limite sur K. Donc au début, par exemple, donc c'est en 2D a priori, on fait une hypothèse de connexité, la longueur va être semi-continue, etc. Puis après, on essaie de relâcher l'hypothèse.
Ça, c'est le travail de Dalmaso, Morel et Solimini, qui a été généralisé en dimension quelconque par Maddalena et Solimini de manière assez compliquée, où ils prennent des suites et ils arrivent à enlever à les modifier pour qu'elles restent concentrées, et du coup, on peut passer à la limite. Et sinon, l'approche un peu plus simple, entre guillemets, on va dire, disons canonique, consiste à remplacer le problème par un problème faible, où K est remplacé par l'ensemble des discontinuités de U. Donc on parle juste de U cette fois-ci, et puis on regarde là où on peut définir son gradient, et là on peut définir sa discontinuité. Et ça, on sait le faire si U est une fonction à variation bornée. Donc ça, c'est dans le cas de BV, et puis après, on introduit des sous-ensembles de BV ou des surensembles aussi. Donc SBV, GBV, GSBV sont des ensembles où essentiellement on a un gradient et une fracture. Un gradient et une discontinuité. Et la discontinuité, ça va être un ensemble assez arbitraire, rectifiable, a priori. Et une fois qu'on a fait ça, Ambrosio et De Giorgi ont introduit les espaces correspondants. Ambrosio a montré qu'il y avait de la compacité de la semi-continuité pour ce type d'énergie. Et après, il a fallu montrer que les minimiseurs faibles étaient forts. Donc ça, c'est le travail de De Giorgi, Cariolo et Lacci. Ils ont montré essentiellement que dans une boule de rayon R, vous avez une certaine fraction de RD-1 de surface. Et du coup, alors ça c'est si X est dans le seau, mais évidemment ça du coup par exemple ça passe à la limite parce que si vous avez un truc uniforme ici, du coup ça vous montre que la fermeture a une surface finie et qu'elle est essentiellement la même surface que JU, et donc vous avez résolu votre problème fort en prenant la fermeture de JU. Voilà, donc tout ça c'est un programme qu'on a essayé de faire depuis longtemps sur Griffiths, et ça n'a pas marché très bien pendant longtemps, parce que ce n'était pas simple, et donc c'est résolu essentiellement entre 2010 et 2020, enfin presque résolu. Donc l'espace d'énergie, même si on a pu commencer à travailler un peu avant, l'espace d'énergie, donc SBD, BD, c'est des espaces qui sont connus depuis les années 70 pour la plasticité, c'est les fonctions avec E de U, une mesure. Et GSBD, c'est l'espèce d'extension trouvée par Dalmaso, qui est vraiment l'espace pour lequel vous avez un E de U et un saut. Donc c'est une généralisation des fonctions U dans H1 log de oméga moins K et K. Donc grâce à ça, on a pu écrire une énergie faible dans un cadre très général. Après, dans un travail, alors il y a eu deux séries de travaux, un travail que j'ai fait avec Sergio Conti et Gilles Francfort. On a montré des espèces d'estimations de rigidité de type corne pour des fonctions avec des sauts qui s'appliquent à GSBD. En fait, on a commencé à travailler un peu avant GSBD, dans un cadre plus simple, mais ça s'applique à GSBD. Il y a Friedrich, qui est un chercheur à Erlangen, qui a fait une thèse où il a développé pas mal de techniques, d'abord en dimension 2, puis en dimension quelconque. C'est assez dur à lire, mais ça donne aussi des résultats de type corde qui ne sont pas tout à fait aussi optimaux peut-être que ceux qu'on a. Et dans un travail plus récent avec Cagnetti et Scardia, on a montré carrément... on a montré, j'en parlerai, des inégalités assez fortes, en fait. Après, il faut montrer de la compacité. Donc ça, c'est un travail qu'on a développé avec Vito Crismal, avec un premier résultat en 2018, et puis quelques améliorations dont je vais parler. Il faut ensuite montrer que les minimiseurs faibles sont forts, donc qu'il n'y a pas la fissure éclatée partout. Ça, le premier travail là-dessus, c'est un travail de Sergio Conti, Matteo Focardi et Flaviana Iurlano, où ils ont montré en 2D que c'était le cas, sans savoir vraiment si les minimiseurs existaient, mais enfin, c'était pas grave. Et on a généralisé en dimension quelconque avec Sergio Conti, Flaviana Iurlano, et avec Vito Crismal, on l'a généralisé pour tenir compte des conditions de Dirichlet, et donc résoudre vraiment le problème avec conditions au bord. Et là, donc, on a un cadre assez général, mais avec quelques hypothèses quand même sur le bord et sur la condition au bord, qui dit qu'en gros, on a des minimiseurs qui sont analytiques en dehors de la fracture et qui se connectent de façon eulérienne au bord, à la condition au bord. Donc le problème incrémental est plus ou moins résolu, on va dire, mais il y a quand même beaucoup de questions ouvertes. Par exemple, le problème continu, faire tendre TK plus 1 moins TK vers 0, ça bloque vraiment. C'est un peu, j'ai parlé d'homogénéisation aussi, c'est un peu les mêmes problèmes. Enfin, on ne sait pas vraiment passer à la limite sur les minimiseurs de ce genre de problème. Le problème de l'initiation de la fracture, c'est d'ailleurs est-ce que vous arrivez à démontrer qu'il ne peut pas y avoir de fracture infinitésimale ou autre. Ça, c'est un travail qu'on avait fait avec Giacomini et Poncilonet dans un cadre scalaire plus simple. Et là, je pense qu'on a quelques idées pour montrer que c'est effectivement pas possible dans un cadre très général. Et qu'est-ce qu'on sait sur K ? Sur K,
Ah, j'aurais pu le citer. En 2D, il y a un travail de régularité de Babadjan, Lemenant et Urlano, je crois, où il montre un peu de régularité pour le minimiseur. Donc c'est presque partout, c'est un alpha, je crois. Presque partout au sens de Hauser. Presque partout au sens, ouais, au sens en presque tout point, on peut trouver un voisinage. Mais c'est vraiment, on ne sait pas grand-chose en fait. Enfin, on sait maintenant qu'on sait qu'il y a de la densité, que c'est un ensemble fermé, mais sinon, pas grand-chose. Effectivement, ça doit. Même pour Mumford-Shah Non, pour Mumford-Shah, on sait en 2D que toutes les, en fait, les composantes connexes isolées sont régulières, sont une union finie de courbes C1 aussi. Ça, après, il peut y avoir. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais là, c'est vrai qu'on n'en est pas. Enfin, si, il y a ce travail quand même de Jean-François. Il n'y a pas grand-chose encore. Alors, la première question qu'on se pose donc, pour étudier ce genre de problème, c'est comment est-ce qu'on contrôle U avec cette énergie-là. On a E de U au carré et le saut. Et donc, ce qui est connu, évidemment, on commence par regarder ce qui se passe quand il n'y a pas de K. Et quand il n'y a pas de K, il y a beaucoup de choses qui sont connues, parce que c'est quand même étudié depuis assez longtemps. La première chose, c'est quand E de U vaut 0, là, c'est assez facile de montrer que U est affine, avec un gradient qui est antisymétrique, puisque E de U vaut 0. Donc, pour voir que c'est affine, il suffit de montrer, en fait, par exemple, que les dérivées secondes de U peuvent s'exprimer comme dérivées de E de U, combinaison de dérivées de U. Et donc, les dérivées secondes sont nulles. Oui, c'est vrai. Il faut que le domaine soit connexe. Merci. C'est vrai. On va dire tout ça, c'est local. Après, donc, dans un domaine borné, et je n'ai pas mis connexe, je rajouterai avec frontière Lipschitz, et un exposant. Alors là, je généralise un peu avec des exposants P. Vous avez ce qu'on appelle les inégalités de corne point carré, donc ça c'est valable pour tout P plus grand ou égal à 1. Vous contrôlez la norme Q de U moins un mouvement rigide, justement, puisque vous ne pouvez pas connaître U à mieux qu'un mouvement rigide près. Donc ça, c'est un mouvement rigide infinitésimal, c'est une affine AX plus B avec A antisymétrique. Donc vous contrôlez U à un mouvement rigide près en norme Q par la norme P pour Q standard, c'est plus petit que l'exposant de Sobolev. Ça, c'est valable pour P égale 1. Et par contre, l'inégalité de Korn, qui est un peu plus riche, qui vous dit que le gradient aussi peut être contrôlé à une matrice antisymétrique près, ça c'est valable pour P strictement plus grand que 1. Il y a des contre-exemples pour P égale 1. Mais ça, c'est le cas simple où vous n'avez pas de fracture et un domaine régulier. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une fracture? Alors, pour commencer, si je parle juste de Poincaré et Sobolev, si vous voulez montrer Poincaré et Sobolev, à peu près toutes les preuves font la même chose. C'est-à-dire qu'elles intègrent le long de ligne. Vous prenez deux points et vous dites que vous pouvez contrôler la valeur en un point à partir de la valeur en un autre point et du gradient. Et donc en utilisant ça et puis en l'intégrant suffisamment, vous récupérez votre inégalité de Poincaré ou votre inégalité de Sobolev ou Poincaré-Wirtinger ou autre. Maintenant, si vous avez une fracture, ça ne va pas être vrai, mais ça ne va pas être vrai uniquement si K passe à travers le segment XY, sinon c'est encore vrai. Donc pour toute direction. Non, donc en fait, si vous avez un segment qui ne croise pas K, vous pouvez encore écrire ça. Maintenant, si vous prenez une direction et que vous projetez K sur l'orthogonale, sur le plan orthogonal à cette direction, vous faites décroître la mesure de Hausdorff. Donc, du coup, ça vous dit quoi? Ça vous dit que si K est tout petit, si vous n'avez pas beaucoup de fractures, vous n'avez pas beaucoup de directions, de paires de points, si vous voulez, pour lesquelles XY, le segment XY croise K. Et donc, si K est petit, beaucoup de segments ne croisent pas K, et vous pourrez utiliser ce truc-là. Et en utilisant cette idée, vous montrez assez facilement, dans le cas scalaire, que si, sur un domaine pas trop compliqué, par exemple un cube, si vous avez peu de surface de fracture, cette quantité contrôle U moins C au carré pour une constante C dans oméga moins un petit ensemble. Et le petit ensemble, il va être essentiellement estimé. Alors, c'est facile d'avoir ça, et après, avec des considérations d'échelle ou d'autres types, vous pouvez avoir même un exposant D sur D-1. Le petit ensemble, il va être estimé par
la taille du saut. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas ultra dur à démontrer. Enfin, c'est pas non plus ultra simple, mais c'est pas très dur dans le cas scalaire. Et c'est quelque chose qu'on a commencé à faire, ça nous a mis une dizaine d'années, entre 2007 et 2015 à peu près, avec Sergio Conti et Gilles Francfort, qu'on a montré dans le cas vectoriel. Alors si vous avez par contre un déplacement avec E de U dans L2 et pas le gradient, vous pouvez toujours écrire ça, mais vous ne contrôlez pas le gradient. Donc vous ne savez pas contrôler U de X en fonction de U de Y. Par contre, vous voyez que si vous prenez le gradient, vous faites le produit scalaire, le gradient c'est une matrice, vous le contractez deux fois avec Y moins X à gauche et à droite. Et bien là, c'est une expression symétrique du gradient, donc c'est la même chose que E de U, Y moins X. Et du coup, si vous faites le produit scalaire de l'expression qui est en haut par Y moins X, là, vous obtenez une quantité que vous pouvez contrôler. Donc ça vous dit que vous pouvez contrôler les différences U de X et U de Y, mais uniquement, à chaque fois, vous avez uniquement la composante le long de X, Y. Et du coup, ça vous dit que vous allez pouvoir faire la preuve précédente, mais à condition de travailler beaucoup pour regarder plein de directions à chaque fois, pour contrôler toutes les directions. Mais donc c'est pénible à écrire, mais ça marche. Et on arrive à un théorème, alors il y a plein de variantes, j'écris la plus simple. Donc un théorème qu'on a montré en 2016, qui vous dit que si vous avez une fonction W1P, P strictement plus grand que 1, là je ne l'ai pas mis. Non, ça c'est faux d'ailleurs, mais c'est un peu plus compliqué. On arrive à le faire dans le cas de P égale 1, donc P plus grand ou égal à 1. Vous avez qu'un ensemble ici, je mets un ensemble fermé, mais en fait ça ne sert à rien. Vous avez A, un mouvement rigide infinitésimal, et oméga, un petit ensemble, dont la taille est contrôlée par la surface de K, est telle que U moins A puissance P est plus petit que C, E de U puissance P. Voilà. Et en fait, j'aurais pu mettre le théorème plus général. On peut augmenter légèrement l'exposant, mais dans cette preuve-là, on ne peut pas aller jusqu'à l'exposant de Sobolev à cause des trous, c'est compliqué. Donc cette preuve, elle est basée uniquement, il suffit juste de savoir que U de 1, c'est U de 0 plus intégrale de U' de 0 à 1, donc il n'y a pas beaucoup de maths à connaître, c'est basé uniquement sur ce principe. Et en particulier, c'est vrai dans le cadre général de l'espace fonctionnel de Dalmaso GSBD, parce que celui-là, il est défini essentiellement à partir d'intégrales le long de lignes. Donc en fait, ce résultat, il est assez général. Et dans la preuve, on a beaucoup de résultats partiels. Il y en a un que je cite rapidement parce qu'il est assez important, enfin il va servir pour beaucoup d'autres résultats que je vais mentionner. On arrive à montrer que si on remplace U par A dans le petit trou oméga, alors là il faut faire attention à l'échelle. Par exemple, on est dans un cube d'échelle delta, on remplace A par le petit trou, on remplace U par le A dans le petit trou, et on régularise tout ça, mais à la même échelle. Et là, on obtient une fonction évidemment C infini, donc on régularise avec un noyau de convolution. On obtient une fonction C infinie dont on arrive à contrôler le gradient symétrisé à partir de la partie E de U, et il n'y a plus sans le saut. Et ça permet de faire beaucoup de régularisation locale de fonctions après, quand il n'y a pas beaucoup de sauts. Et donc c'est ça, par exemple, qui va permettre de montrer la densité inférieure de l'ensemble des sauts dans les solutions. Beaucoup de questions là-dessus. Tu disais quelque chose sur oméga, par exemple, si c'est un cube, c'est pas la convexité qui joue là-dedans? Oui. Tu peux imaginer que si c'est non convexe, tu vas avoir des problèmes. Ouais, on travaille que dans des cubes et après on travaille dans un ouvert Lipschitz sur lequel on va essentiellement avoir des cubes et puis au bord des cubes avec un graphe Lipschitz. Donc ça c'est général. Parce qu'on fait que des intégrations. Et ce petit ensemble oméga, il y a des exemples, j'imagine, qui montrent qu'on ne peut pas atteindre l'inégalité sans le petit oméga. Ah non, sans le oméga, c'est pas possible. Déjà, oméga, ça peut être des trous, et dans les trous, on peut mettre n'importe quoi. Ouais, mais je comprends pas. Ouais, non. Oui, oméga, ça peut carrément être un morceau de matière enlevé. Et vous pouvez très bien avoir le saut, K peut faire ça, et ici, vous pouvez avoir des valeurs arbitrairement grandes, donc on est obligé d'enlever un petit morceau, de toute façon. C'est ça, c'est K qui va entourer les... Voilà, donc oméga, il va entourer normalement les discontinuités. Mais oméga, là, dans cette preuve-là, Tu vois même A par
Ouais, on peut pas. Ouais. Mais oméga, il est horrible dans cette preuve-là. Après, on a montré qu'on pouvait prendre des oméga plus jolis, mais pas plus jolis. De toute façon, il est horrible. Bien. En fait, il y a eu pas mal d'améliorations. Alors, il y a notamment Friedrich qui a travaillé sur le même problème, d'abord en dimension 2, puis il a réussi à généraliser par des méthodes abominables. Et du coup, il a des inégalités, mais toujours avec des exposants un peu tordus, parce que on n'arrive pas à suivre d'où ça vient, en fait. Mais il avait quelque chose qui nous étonnait un peu, c'est qu'il avait un contrôle du périmètre. Et donc, on a un peu travaillé. Et là, je cite, mais en fait, c'est d'abord Conti, Focardi, Urlano en dimension 2 qui ont réussi à voir qu'on pouvait faire la même chose, mais avec en plus un contrôle du périmètre de oméga à partir de la surface du saut. Et c'est quelque chose qu'on a montré ensuite avec Canetti et Scardia en dimension quelconque, à partir un peu de leurs preuves. Donc on arrive à montrer qu'on peut contrôler aussi le périmètre de oméga. Alors évidemment, ce n'est pas la même construction, en plus elle est basée sur la précédente, donc c'est un Lego un peu incroyable. Et on arrive même à fabriquer une fonction W, enfin ils avaient fait ça aussi en dimension 2, qui est W1P. Alors ça, là je mens un peu, ça c'est sous l'hypothèse que le saut est suffisamment petit dans un certain volume. Si le saut est suffisamment petit, vous pouvez l'enlever, vous pouvez remplacer par une fonction W1P. Vous contrôlez l'énergie de la fonction, mais évidemment elle est plus grande que l'énergie de U. Et notamment, vous pouvez récupérer ce qu'on appelle l'inégalité de Korn quand vous faites ça, c'est-à-dire que vous pouvez contrôler le gradient de U en dehors du trou, puisque vous contrôlez le gradient de W. Ça, c'est assez technique. Bon. Alors, maintenant, je vais m'intéresser à la compacité. Et pourquoi ? Parce que c'est un peu plus simple à expliquer aussi. Donc la compacité, il y a un premier résultat qu'on a montré avec Vito Krismal en 2018, qui est, en gros, c'était essentiellement ce qui nous servait pour l'énergie de Griffiths, même si on peut mettre des exposants P strictement plus grands que 1 ici. Et voilà, surface. Donc là, ce qu'on montre, c'est que si on a une suite bornée pour l'énergie, par exemple une suite minimisante, on va avoir une fonction limite U et un ensemble éventuellement A où on ne contrôle pas UN. Et UN peut partir à l'infini dans l'ensemble A, ça pourrait être des petits trous comme ça. Et en dehors de l'ensemble A, UN converge vers U. Et surtout, ce qui est important, c'est que si je remplace U par 0 dans A, eh ben, j'ai semi-continuité de l'énergie. Alors, la partie semi-continuité, elle se trouve déjà dans des papiers sur BD et SBD des années 90. Mais ça s'applique à ce cas-là. Donc, ça, et ça, on s'est rendu compte que ce n'était pas très dur à montrer une fois qu'on avait la rigidité. Et ça suffit, du coup, ça suffit largement pour montrer l'existence de minimiseurs faibles. Le fait que les minimiseurs faibles sont forts, ça a été montré, comme j'ai dit déjà, par Conti, Focardi et Urlano en 2016, et on l'a étendu en dimension supérieure avec conditions de Dirichlet, en utilisant à nouveau en fait, des techniques basées sur le résultat de rigidité. En fait. Donc, comme je dis oui, en fait, c'est... Donc cet article est notamment le résultat que je disais où on peut convoler et régulariser pour enlever des petits sauts. C'est vraiment crucial pour montrer que si on a très peu de sauts dans une boule, alors dans des boules plus petites, l'énergie va se comporter comme l'énergie d'une fonction régulière, donc comme R puissance D, et pas d'une discontinuité, c'est-à-dire R puissance D-1. Et une fois que vous avez montré ça, c'est plus ou moins terminé parce que vous faites décroître et vous voyez que vous ne pouvez pas être en un point de densité 1 de votre fracture. Et donc ça permet de montrer que les fractures sont concentrées. Et une question qui se pose quand on voit le théorème précédent ici, c'est qu'est-ce qui se passe dans A là où U va tend vers plus infini. Alors on pourrait se dire pourquoi, on s'en fiche un peu, puis en plus, formellement c'est évident, enfin, on voit un peu ce qui peut se passer. Mais en fait c'est important si on ne veut pas regarder uniquement des problèmes très simples de sorte intégrale de E de U carré, mais si on a une énergie plus compliquée, toujours éventuellement quadratique, mais par exemple avec une précontrainte ou quelque chose comme ça, donc qui dépend de x.
Du coup, le fait de remplacer U par 0 dans A ne va pas forcément faire décroître l'énergie dans ce cas. Et donc, si on veut pousser un tout petit peu ce résultat d'existence à des énergies qui dépendent de X ici, qui n'est pas forcément un luxe extraordinaire, et ben, on a besoin de comprendre aussi ce qui se passe dans A. Il y a une partie de l'énergie qui part avec A. Oui, justement, donc il faut comprendre ce qu'elle contrôle. Et en fait, c'est assez naturel ce qui se passe. Donc, du coup, on a montré récemment un deuxième résultat. Alors, on a été évidemment inspiré par les résultats précédents. Donc, il y a deux améliorations dans ce résultat. Donc, c'est GNPD. On accepte P égale 1, mais P égale 1, il ne s'écrit pas vraiment comme ça, donc je ne vais pas trop en parler. Donc, on suppose ici qu'on a une énergie de type Griffiths qui est bornée uniformément. Et là, ce qu'on arrive à montrer, c'est qu'on a une partition de notre domaine en sous-ensemble, EI, éventuellement infini, et des mouvements rigides dans chaque sous-domaine, tels que UN moins un mouvement rigide dans chaque sous-domaine, donc la somme de AI de X, caractéristique de EI de X, converge vers une certaine fonction U, et là, on va avoir de la semi-continuité de cette forme. Voilà. Et bon, ça, alors l'extension à P égale 1, elle avait été faite en fait de notre résultat précédent par Almi et Tasso. Et une extension de ce genre, on avait fait une extension de ce genre avec Vito, mais qui était basée sur le résultat avec Cagnetti et Scardia et qui était assez compliqué et qui avait besoin en particulier de P strictement plus grand que 1. Et en fait, là, on s'est basé plus, il y avait un résultat dans GSBV, c'est-à-dire dans le cas scalaire de Friedrich, qui montrait quelque chose de ce genre, même un petit peu plus fort, parce qu'il a des EI qui dépendent aussi de n, et du coup, il a des estimations globales aussi sur cette fonction-là. Mais ça, on ne sait pas faire, parce que c'est basé sur la formule de la Coer et plein de techniques qui sont valables dans le cas scalaire. Et donc, on s'est basé un peu sur ce truc-là pour trouver ça. Et donc maintenant, je vais vous raconter. Il n'y a aucune information sur les AIN, j'imagine. Non. Il n'y en a pas dans l'énergie, en fait. Ouais. Après, si. En fait, après, on récupère des trucs parce qu'on a des conditions de Dirichlet ou des choses comme ça. Oui. Voilà. Donc ici, je vais raconter un peu comment on fait ça, parce que c'est plus facile que raconter les autres résultats. Alors, le résultat de compacité, le premier, il est assez simple finalement. C'est vraiment, vous avez de la rigidité. Donc, la rigidité, ça vous permet de projeter sur de la dimension finie. Donc, c'est comme à peu près tous les résultats de compacité, en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour montrer ça en pratique? On a un domaine. On va le discrétiser à une certaine échelle. Donc là, on a des cubes de taille delta. Et dans chaque cube, on va utiliser le résultat de rigidité, l'inégalité de Poincaré-Corde. Donc on va dire dans chaque cube, on a U moins un certain A qui dépend du cube. Alors c'est UN qui dépend du cube, éventuellement avec un exposant plus petit que C, E de U, N. Et ça va être dans Q moins un certain oméga qui dépend de N aussi d'ailleurs. Et oméga, lui, il va être plus petit que HD-1 de JU, et pour des raisons d'échelle assez simples, on peut mettre un delta devant. La constante, elle se comporte comme delta ici. Et là, c'est JU dans Q, et là, c'est Q. C'est ça qui est important. Voilà. Et donc, là, vous voyez que là, déjà, vous voyez un truc intéressant, c'est que si je somme ça sur tous les cubes, mon ensemble exceptionnel oméga n dans lequel je n'ai pas de contrôle de U, il est d'ordre delta. Il est à l'échelle delta. Du coup, il est petit, cet ensemble, il ne va pas nous embêter. Et pour le reste, ça vous dit essentiellement que la fonction UN, elle est proche d'une fonction de la forme somme de ANQ, caractéristique de Q, qui vit en dimension finie. Et du coup, vous pouvez passer à la limite sur cette fonction-là,
Et vous pouvez trouver donc des sous-suites qui font converger ces éléments. Et après, vous êtes proche, ici. Oui, en plus, vous êtes proche. Là, il y a évidemment quelque chose qui ne va pas. Là, j'ai un P. Et ça, et ici, j'ai du delta aussi. Parce que là, c'est du gradient. Donc, si je mets le même P, j'ai du delta P. Donc, quand delta va être petit, ça va devenir de plus en plus proche. Donc, vous trouvez une sous-suite qui fait converger ces mouvements rigides. Et vous en déduisez que vous pouvez construire une suite de Cauchy pour U. Alors, c'est un peu faux parce qu'évidemment, je n'ai pas de borne sur AN. Donc, il faut que j'introduise une borne. Alors, la façon la plus simple d'introduire une borne, c'est de tout compactifier en prenant la tangente hyperbolique de tout ça. Donc, je prends des directions xi et je prends tangente hyperbolique de xi fois un et tangente hyperbolique de xi fois an. Et là, maintenant, c'est compact, ça converge. Et simplement, il y a un ensemble où ça va converger vers 1 ou moins 1, et ça va être l'ensemble A. Et après, je peux séparer l'ensemble A du reste, et puis utiliser mon énergie pour estimer ensuite la frontière et faire la semi-continuité, mais ça, c'est des choses qui avaient été faites plus ou moins déjà avant. Donc ça donne le premier résultat. Le second résultat, il est un peu plus... il est un petit peu plus technique. En fait, ce qui est technique, c'est au début, vous avez besoin de créer, non pas un mouvement, enfin, de créer d'abord une famille de mouvements rigides moyens qui vont être, donc de trouver une partition et puis des mouvements rigides qui vont être en fait le mouvement rigide moyen de UN dans chaque élément de la partition. Donc le nouveau résultat, avant de passer à ça, vous avez d'abord besoin de construire en gros EI et AIN. Et donc là, je vais expliquer un peu comment on fait ça. Alors, bon, c'est assez... c'est un petit peu technique, mais c'est assez marrant. Donc là, comment on fait ? On va faire la même chose, mais on va commencer par prendre, en fait, par faire une construction idiadique. Donc je vais prendre des cubes emboîtés de plus en plus petits à une échelle. Alors j'ai delta 0, c'est complètement arbitraire, delta 0, vous prenez un petit nombre. Et je vais regarder les deltas de la forme delta 0 de puissance moins j. Et je vais regarder tous les cubes qui sont dans oméga de la forme delta 0 de puissance moins j. Là, supposons qu'oméga a un cube, sinon il faut faire un petit peu attention au bord, mais ce n'est pas très grave. Et là, je les sépare en deux catégories, que j'appelle un peu arbitrairement bonnes et mauvaises. On aurait pu trouver autre chose. Donc les bons cubes, c'est ceux où il n'y a pas beaucoup de sauts. Alors a priori, ça dépend de n. C'est ceux où il n'y a pas beaucoup de sauts. Avec un paramètre état, je vais expliquer un peu plus tard comment on s'en sert. Et les mauvais cubes, c'est ceux où il y a beaucoup de sauts. Donc quand je dis beaucoup, pas beaucoup, c'est par rapport à la surface du cube, donc à l'échelle de chaque cube. Et comme ici, dans chaque cube, on va appliquer... Ah oui, non, avant, il faut que je dise un truc important. C'est que vous avez un nombre fini de cubes à l'échelle delta fixée. Donc, même si ces ensembles varient avec n, vous pouvez toujours trouver une sous-suite telle qu'à partir d'un certain rang, il ne varie plus. Donc, je peux parler des bons cubes et des mauvais cubes indépendamment de la suite, à partir d'un certain rang. Et là, pour cette famille dénombrable de paramètres delta, je peux même faire une extraction diagonale pour que ce soit vrai à toutes les échelles. Donc là, je vais supposer qu'à toutes les échelles, j'ai des bons cubes et des mauvais cubes. Une fois que j'ai fait ça, d'abord, j'applique mon principe pour trouver mes ensembles ANQ et oméga NQ dans chaque ensemble. Alors là, j'ai oublié, il faudrait que je remette le delta puissance P. Mais en fait, il ne sert pas beaucoup dans cette preuve. C'est surtout ça qui sert. Enfin, il sert dans cette preuve, mais dans la partie dont je ne parlerai pas pour convergence de U, mais il ne sert pas dans la sélection des AN. Donc, vous avez le mauvais ensemble oméga n qui est contrôlé ici. Et en particulier, si vous êtes dans un bon cube, ça, c'est plus petit que état delta puissance d. Donc, la taille de l'ensemble moche dans un bon cube, il est petit. Et si je prends un état suffisamment petit, il est même très petit par rapport à la taille du cube.
Et c'est ça qui va m'être utile. Alors, oui, il veut pas, il veut plus. Bon, c'est pas grave, j'ai les boutons. Là. Alors, oui. Non, c'est quoi? C'est pas le dernier transparent, je vous assure. Oui. Qu'est-ce que je peux faire ça, mais non. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à passer à la page suivante. Ah, ça y est. Bon, c'était bizarre. Alors, bon, pour ce qui est des mauvais cubes, ceux dans lesquels il y a beaucoup de sauts, entre guillemets, en fait, comme on a cette inégalité par définition des mauvais cubes, et si je regarde leur union, le volume, je peux l'estimer par delta fois delta puissance d-1 dans chaque cube. Leur union va avoir une mesure plus petite que delta divisé par eta fois la surface totale de JU n, il manque le n, mais qui est un nombre borné, donc c'est d'ordre delta sur eta. Et donc à chaque échelle, je vais considérer l'union de tous les mauvais cubes des échelles. Donc en fait, si vous avez un saut là, ça va être une union comme ça, de tous les mauvais cubes des échelles plus petites. Et évidemment, c'est là que c'est intéressant d'avoir fait une décomposition dyadique, parce que du coup, le volume total de ce BJ, je peux l'estimer comme la somme de tous ces volumes-là. Et la somme de tous ces volumes-là, c'est une somme de nombres de la forme delta 0 de puissance moins k. Donc évidemment, c'est encore d'ordre delta j, delta de puissance moins j, quoi. Et ça tend vers 0 quand j tend vers l'infini. Donc ça, en fait, c'est un ensemble qui est autour du saut, mais qui tend vers 0 quand j tend vers l'infini. Et c'est autour du saut, disons qu'à chaque échelle, pour n assez grand dans la suite, pour k assez grand dans la suite, n assez grand dans la suite, ça va contenir une grosse partie du saut. Donc ça, c'est un bon candidat pour être essentiellement le saut limite. Et dans les autres cubes, on dit que oméga n delta est petit. Oméga n q, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis delta, c'est plutôt q ici. Est petit. Et vous avez, à l'échelle delta, vous avez un certain nombre de suites. Et là, vous pouvez faire deux choses, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez des suites qui vont être comparables et des suites qui ne vont pas être comparables. C'est-à-dire des endroits où UN est du même ordre de grandeur ou des endroits où UN en fait, tend vers des limites complètement différentes. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est regarder ANQ moins ANQ', ça vit dans un ensemble de dimensions finies, c'est une fonction affine, et vous pouvez extraire des sous-suites de sorte que AN moins ANQ' soit reste-borné. Alors borné, évidemment, c'est des fonctions affines, donc on va dire borné dans la boule unité, par exemple. Soit, au contraire, la différence tend vers l'infini presque partout. Et donc on sépare comme ça le domaine en plusieurs zones avec des AN qui sont proches des uns des autres et d'autres qui divergent. Et alors le petit miracle qui fait marquer chez cette preuve, c'est vraiment le seul truc, c'est qu'en fait, cette information-là que vous faites à l'échelle delta, et puis par un procédé diagonal, vous pouvez dire que c'est vrai à toutes les échelles delta, en fait, il se transmet à travers les échelles de la façon suivante. C'est que si je prends deux cubes Q et Q', qui sont des bons cubes, des good cubes, à deux échelles qui suivent, et que j'utilise l'inégalité, le contrôle de type point carré corne, en fait, je vais voir que ANQ moins ANQ' intégré sur Q', c'est le petit cube. Donc là, j'ai un grand cube et un petit cube. Et j'ai un ensemble oméga pour le grand cube et un ensemble oméga pour le petit cube. Et donc, si j'intègre dans Q' moins oméga n du petit cube et oméga n du grand cube, ANQ moins ANQ', puissance P, par une égalité triangulaire, je peux le contrôler par l'intégrale sur Q' moins oméga n Q' de UN moins NQ', et là je mets Q moins oméga NQ. À chaque fois, ces deux ensembles ils sont plus gros que le précédent. ANQ moins UN, puissance P, et ces deux quantités, elles se contrôlent toutes les deux par cette quantité-là, par mon égalité de points carrés.
Du coup, ça me dit quoi? Ça me dit que si ces ensembles ils sont suffisamment petits par rapport au volume qui est là, je contrôle globalement cette quantité. Et donc, c'est comme ça que je choisis état. Je choisis état. État, si vous vous souvenez, ça contrôlait le volume relatif de ces oméga nq et oméga nq'. Donc, je choisis état assez petit pour que ça, ce soit au maximum la moitié du volume de q', par exemple. Et si c'est au maximum la moitié du volume de q', cette inégalité me dit que cette quantité est bornée. Donc, quand je regarde un cube à l'échelle delta et je regarde un bon cube à l'échelle suivante, en fait, ils vérifient, eux, que leur suite relative à n ne diverge pas. Enfin, la différence ne diverge pas. Et ça, par récurrence, ça va être vrai. À chaque fois que j'ai une suite de bons cubes emboîtés les uns dans les autres, du coup, finis évidemment, je vais pouvoir dire que la suite qui est définie ici et la suite qui est définie là, leur différence ne tend pas vers l'infini. Et voilà, et donc grâce à ça, on peut terminer. Donc, alors là, c'est un peu faux ce que j'ai écrit. C'est si Q et Q' sont bons et emboîtés l'un dans l'autre, mais aussi que, en fait, à toutes les échelles intermédiaires, vous avez un bon cube, et la différence reste bornée. Et du coup, on peut faire une partition à l'échelle delta de oméga moins l'ensemble mauvais, l'ensemble BJ, à l'échelle delta J. C'est-à-dire, je commence par partitionner oméga moins BJ en prenant les cubes d'échelle delta moins BJ à chaque fois, d'échelle delta J, et en mettant ensemble, donc je définis une espèce de relation d'équivalence, je dis soit ANQ moins ANQ' est borné ou ANQ moins ANQ' diverge. Et je fais les classes d'équivalence pour cette relation. Et ça me fait une partition. Et l'intérêt du petit raisonnement précédent, c'est que si je regarde ensuite la partition à l'échelle suivante, donc là je fais la partition où j'enlève les mauvais cubes de l'échelle J, et puis à l'échelle suivante, j'enlève uniquement les mauvais cubes de l'échelle J plus 1. Donc là, il y a des choses qui peuvent réapparaître, éventuellement, ça peut croître. Et les éléments de ma partition à l'échelle J, en fait, ils sont contenus dans les éléments de la partition à l'échelle J', grâce au fait que les cubes, grâce au principe qu'on a explicité dans le transparent dans le slide précédent. Voilà. Et du coup, alors évidemment, quand j'écris ça, il faut évidemment les numéroter. Ça, vous avez un nombre fini d'ensemble, ici un nombre fini d'ensemble, il faut les numéroter de façon intelligente pour que ce soit le même indice quand vous avez cette inclusion. Et après, lorsque j'ai comme ça un EJK, un EKJ, et puis tous ceux qui vont suivre, je peux choisir arbitrairement un élément particulier ANK, qui est un élément particulier d'un des cubes de EKJ. Et je vais voir que pour tous les autres cubes de EKJ ou de EKJ' à l'échelle suivante, ANQ moins ANK reste borné. Et ça, voilà, je peux ensuite passer à la limite là-dessus. Comme BJ tend vers 0 en mesure, à la fin, je trouve une partition globale de mon domaine. Et à chaque ensemble de la partition est associée une suite de mouvements rigides. Il manque le N, là, zut. ANK. Et j'ai que à chaque fois que je regarde une échelle delta et un cube qui intersecte ces répartitions, je vais avoir un cube tel que Q moins BJ est dans la partition, je vais avoir que le ANQ moins ANK est borné. Et je ne fais pas la suite parce qu'après, la suite du travail, c'est montrer que UN moins ANK convergent dans chaque ensemble K. Mais ça, ça reproduit en fait la preuve que j'ai donnée un peu rapidement avec les tangentes hyperboliques, tout ça, du cas précédent avec le A infini. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci. Je mets une petite illustration aussi calculée par Blaise Bourdin, où il a pris des photos que peut-être, je ne sais pas s'il y a des gens qui les reconnaissent ici.
dans la salle. Ça, c'est les numéros de certains bâtiments de l'école polytechnique, sur lesquels vous avez des chiffres collés, je ne sais pas, dans les années 70, je suppose, ou 80. Et je pense avec le temps, en fait, ce matériau s'est rétracté, il a dû sécher. Et du coup, il y a des fractures qui sont apparues. Et la chose assez étonnante, c'est que quand on fait des fractures, alors c'est pas exactement pareil, mais quand même, surtout le pattern sur le 4. Alors j'ai d'autres 4 qui sont encore plus proches de celui-là. Quand on fait ce genre de calcul avec ce genre d'énergie sur ces formes-là, eh ben, on obtient quand même des choses assez proches. Voilà, donc merci.